Je te souhaite la bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle nous allons analyser ensemble la grande enquête que nous avons lancée à propos des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Si tu ne le sais pas, ce trouble se retrouve aussi chez le haut potentiel, c'est ce qu'on appelle une comorbidité. Et c'est un trouble qui peut amener de nombreux problèmes dans ta vie courante, dans ta vie professionnelle. Et donc, on va aller analyser ça en détail. Avant de continuer, tu sais qu'il y a une formation avec un accompagnement qui a été lancé pour aider les gens qui souffrent du trouble du déficit de l'attention. Cette formation se trouve en description de cette vidéo ou cet audio. Tu peux cliquer pour réserver ta place. Je suis très surpris déjà du nombre de personnes qui ont rejoint cet accompagnement. C'est un nouvel accompagnement qui est fait à la fois en visioconférence et en formation théorique, spécifiquement pour les personnes atteintes d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou dont un enfant ou un proche est atteint de ce trouble-là. Ça te permettra vraiment de trouver des solutions. Tout se trouve en description et on continue. Donc, la première question, c'était où en es-tu par rapport au diagnostic du trouble du déficit de l'attention ? On voit que 34,2% pensent très sérieusement être touchés par la TDAH, mais n'ont jamais fait d'évaluation officielle, c'est-à-dire effectivement comment on fait pour savoir qu'on est au potentiel ou pas. Et c'est vrai que le problème du trouble du déficit de l'attention, c'est que les symptômes ressemblent beaucoup on ne peut pas appeler ça symptôme, mais au comportement d'une personne au profil au potentiel. Il y a beaucoup de similitudes entre le profil au potentiel et les problèmes liés au TDAH. Donc, parfois, on fait une confusion, parfois, on fait un amalgame. Il y a parfois des erreurs de diagnostic qui sont faites par rapport à ce trouble du déficit d'attention. Donc, c'est pour ça que toi, si tu es dans ce questionnement, à ne pas savoir si tu es au potentiel ou si tu as plutôt un trouble, si tu te poses des questions de manière plus générale sur le potentiel, l'exploration du trouble du déficit d'attention est intéressante pour que justement il n'y ait pas une erreur d'orientation entre le haut potentiel et le trouble du déficit d'attention, puisque ce sont deux choses totalement différentes. Le TDAH, on peut mettre en place des stratégies d'adaptation, c'est comme ça qu'on appelle la mise en place de solutions, pour réduire les symptômes du TDAH. En revanche, le haut potentiel, on ne peut pas le guérir. Ça ne se guérit pas le TDAH. Le haut potentiel, pardon. Mais moi, je fais une confusion. Donc, 34,2% des personnes ont besoin d'être détectées. 27,5% ont déjà été diagnostiquées par un test officiel chez un psychologue. Ça, c'est assez intéressant parce que effectivement, ça montre qu'il y a aussi une démarche pour vérifier. Et ça, c'est important, souvent, on le dit, quand on est dans le doute, il ne faut pas attendre des années avant de se dire « tiens, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, etc. » Il faut, à un moment donné, dans ton parcours d'introspection, aller faire ce qu'on appelle une validation extérieure, c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un pour qu'il te donne un diagnostic ou tout au moins qu'il te mette sur la bonne voie par rapport à tes besoins. Et souvent, on reste comme ça, de manière individuelle, on est dans son coin, on lit des bouquins, on regarde des vidéos, on n'est pas sûr, on est dans le doute, est-ce que je suis au potentiel, est-ce que j'ai un TDAH, est-ce que j'ai un trouble du spectre de l'autisme, etc. Et en fait, on reste dans la confusion trop longtemps, alors qu'il faut se mettre dans une direction, l'apprendre, et ensuite changer de direction si ce n'est pas la bonne. Mais tant que tu n'as pas pris le choix d'une action, d'une direction, tu vas stagner et tu vas rester avec tes questionnements et tes problématiques. Donc c'est bien d'aller se faire détecter. Pas détester, détecter. Oh là là. Ensuite, 14,2% ont l'impression d'avoir un TDAH, mais n'en sont pas sûrs. Donc on voit que même ces deux segments, les personnes qui pensent être touchées par le TDAH et les personnes qui ont l'impression mais qui n'en sont pas sûres, qui doutent encore plus, ça représente une majorité, d'où la nécessité d'aller comprendre ne serait-ce que le fonctionnement du TDAH, et ensuite, si ça correspond bien, aller explorer cette thématique pour voir s'il n'y a pas des solutions à trouver. Et ensuite, on a 5,8% qui disent ne pas être touchés par le TDAH, mais un ou plusieurs des enfants ont été diagnostiqués. Donc c'est vrai que le TDAH est beaucoup plus visible chez les enfants, les adolescents, et ça s'atténue un petit peu chez l'adulte, parce que l'adulte met en place ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation
mais les répercussions sont toujours là. Donc c'est pour ça que c'est plus, comment dire, c'est moins visible chez un adulte que chez un enfant, mais l'adulte en subit encore les conséquences. Et c'est ça le problème du TDAH lorsqu'il n'a pas été diagnostiqué à l'âge adulte, c'est qu'en fait, on est un peu paumé, on a l'impression de ne pas avancer, on a plein de problématiques, mais on ne sait pas d'où vient l'origine de ces problématiques. Ça peut être un TDAH, en tout cas. Voilà. Deuxième question que l'on a posée, c'est si tu avais une baguette magique et que tu pouvais créer la solution parfaite à ce problème lié au TDAH, à quoi ressemblerait cette solution? Et là, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir les besoins qu'a notre audience, nos élèves, pour régler ce problème-là. Par certaines personnes vont avoir besoin de faire les choses en face à face, donc préfèrent le faire de manière autonome chez eux. C'est ça qui est intéressant, c'est le format. Donc là, on voit que la majorité, 37,5%, préférait un accompagnement personnel en face à face, c'est-à-dire dans le cadre d'une consultation, un accompagnement pour pouvoir aider individuellement les personnes. Juste après, on a un parcours d'accompagnement qui combine intelligemment des vidéos enregistrées et un stage en présentiel. Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ce sont les personnes qui préfèrent un mix des deux, avoir un travail en autonomie, pouvoir revisionner, réécouter parfois certaines parties des formations, mais aussi avoir un stage en présentiel qui va vraiment ancrer le principal, ce dont on a vraiment besoin, le pratico-pratique. Et ensuite, on a à peu près un niveau équivalent, pourcentage équivalent, une formation numérique en direct, webconférence, diffusée le soir sur plusieurs semaines, dans laquelle tu peux poser des questions, et un stage collectif de plusieurs jours en présentiel. Et pour 15%, c'est une université à distance avec des cours numériques enregistrés en vidéo avec un livret pédagogique, là, c'est-à-dire carrément une formation numérique enregistrée qui représente pas la minorité, mais un faible pourcentage. Donc on voit qu'il y a vraiment un besoin de présentiel, d'un contact humain pour pouvoir poser les questions et pouvoir avoir des renseignements et des réponses personnalisées. Au niveau de l'analyse démographique, c'est intéressant de voir quel type de profil en termes de hommes-femmes et tranches d'âge. Eh bien, on voit qu'au niveau déjà de la tranche d'âge, c'est assez équilibré. C'est-à-dire que on a 12,5% qui ont moins de 25 ans, c'est-à-dire la minorité des personnes qui sont dans notre audience qui ont moins de 25 ans. Et ensuite, on a 27,5% qui ont entre 26 et 40, 26,7% qui ont plus de 40 ans et 33% qui ont plus de 50 ans. Donc on voit que c'est quand même assez réparti. Chez les personnes qui ont plus de 25 ans, c'est bien réparti. Et qu'en fait, ça touche toutes les tranches d'âge chez nous, avec une majorité chez les plus de 50 ans. C'est assez intéressant. Et au niveau de la répartition homme-femme, alors là, on a une majorité écrasante avec 67,5% de femmes et 30,8% d'hommes. Le reste, ce sont pour des enfants, donc un fils de 15 ans et un adolescent garçon. Donc on voit que les femmes, alors soit les femmes sont plus sensibles aux problématiques du TDAH, soit les hommes ont mieux réussi à canaliser le TDAH. Là, il n'y a pas d'études scientifiques à ma connaissance qui traitent de cette approche-là. Mais c'est vrai que les femmes ayant une grosse part d'émotionnel pourraient être amenées à, alors c'est une hypothèse que je fais là, à ressentir de manière plus intense les répercussions du TDAH. Alors ensuite, une fois qu'on a un sondage comme ça, on ne s'arrête pas juste à regarder comme ça les pourcentages, on va analyser, on fait une analyse sémantique, c'est-à-dire qu'on prend un document qui répertorie toutes les réponses et on va analyser ligne par ligne au niveau de la sémantique pour voir quels sont les problèmes et on va résoudre ces problématiques-là, ce qu'on appelle en anglais des buckets, c'est-à-dire des paniers, dans lesquels on va voir où est-ce qu'il y a le plus fort pourcentage de problématiques. Et donc là, tu as devant toi en vert et en orange sur la droite différents buckets de problématiques, on va les découvrir ensemble. Premier bucket ici avec la majorité, c'est-à-dire des crainte au niveau des conséquences du TDAH, c'est-à-dire la dépression, les crises d'angoisse, le burn-out, le stress. Ça, c'est la crainte principale des personnes qui sont touchées par le TDAH. Ensuite, on a les problèmes professionnels et financiers, c'est la répercussion sur la vie professionnelle et les problèmes financiers. Parce que c'est vrai qu'effectivement, le TDAH peut être handicapant dans sa vie professionnelle, les problèmes de mémorisation, les problèmes d'impulsivité, les problèmes de distractibilité qui font qu'on n'arrive pas à avancer, à atteindre ses objectifs. C'est très récurrent. Troisième position, on a la peur de la perte des proches.
Ce qu'on entend par perte des proches, c'est-à-dire qu'effectivement, les conséquences de son TDAH font que l'entourage est un peu agacé, ne comprend pas les fonctionnements et donc s'éloigne. Donc perte des proches, problèmes amoureux, problèmes relationnels et crainte de l'isolement par rapport aux conséquences du trouble déficit de l'attention. Ensuite, en 4e position, on a le bucket, la peur de passer à côté de sa vie, de ne pas se réaliser, de ne pas atteindre ses projets, de stagner en fait. Ça, c'est une des craintes aussi principales quand on a un TDAH, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression de ne pas avancer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette procrastination, cette tendance à s'éparpiller, vouloir tout faire à la fois, mais jamais rien terminer. Ça, c'est aussi une des conséquences. Et dernier bucket, c'est l'épuisement et la fatigue. Parce qu'effectivement, le TDAH, lorsqu'il y a une hyperactivité, a une énergie incroyable, mais qui peut se contrebalancer avec des périodes d'épuisement et de fatigue. Donc soit ça se passe dans la même journée, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en intensif, plein pot, tout ça, et dès qu'on s'en soit, boum, on s'écroule, on dort, on ne peut plus rien faire, ou soit ce sont des périodes plus longues, on reste intense pendant une semaine, 15 jours, et puis d'un coup, boum, ça tombe, on est épuisé pendant plusieurs jours, on n'y arrive plus, parce que le corps ne suit pas le rythme de l'hyperactivité. Ensuite, on a donc en orange, je vais trop vite, voilà. Le bucket n'arrive pas à terminer les tâches, procrastination, s'éparpille, manque de productivité, n'arrive pas à rester focus. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent, on a une majorité à 33%. 27% des problèmes de concentration, de mémorisation, de déficit de l'attention, déficit ne prend pas de E. Donc tu le remarques, ce sont des analyses que je fais rapidement. Je ne me soucie pas du vocabulaire et de l'orthographe. Donc effectivement, les problèmes de mémorisation, de concentration, la fameuse pensée en arborescente des hauts potentiels, si en plus elle est liée à un TDAH, c'est assez compliqué de gérer ça. Le yo-yo, les baisses d'énergie, ça on vient de le voir. Les problèmes d'instabilité, d'impulsivité, d'hyperactivité, trop d'énergie, d'impatience, difficulté à suivre les règles, ça c'est une des problématiques du TDAH qui parfois se met même jusqu'en danger physiquement parce qu'il y a une impulsivité, on ne réfléchit pas, c'est une réaction émotionnelle immédiate à une situation qui fait que cette impulsivité, elle peut être négative, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la vie professionnelle et la vie privée aussi. Et tout ça, bien sûr, ça amène à un manque de confiance, à un manque de motivation, parce que l'accumulation de ces symptômes fait que dans la vie quotidienne, on manque de confiance, puisqu'on l'a vu, on s'éparpille, on manque de productivité, des problèmes de concentration, de mémorisation, de fatigue d'énergie, yo-yo, impatience, impulsivité. Au bout d'un moment, on manque de confiance en soi, on manque de motivation, on ne fait plus rien. Et c'est très compliqué. Ensuite, est-ce qu'on parle de ça? C'était quoi? C'était un autre résumé intermédiaire que j'avais fait. Donc, je vois, il y a des problématiques très récurrentes qui arrivent par rapport à ce trouble de déficit d'attention. Peut-être que tu t'es déjà reconnu dans ces caractéristiques, on va dire entre guillemets négatives. Et c'est la raison pour laquelle on a créé justement cet accompagnement mixte sur le TDAH. Alors voici le TDAH, je t'en donne juste quelques mots, je t'en partage quelques mots, mais tu as un lien en description de cette vidéo ou du podcast qui te permettra de découvrir la page que tu as sous les yeux. C'est un accompagnement qui s'appelle Dépasse le TDAH. Pourquoi on appelle ça un accompagnement? Parce qu'il y a une formation numérique, plus des séances d'accompagnement en visioconférence qui vont être faites pendant 3 semaines. Parce que tu l'as vu au niveau des demandes, il y a un besoin de face à face, de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des questions, des réponses. Donc on a mis un programme d'accompagnement avec la partie théorique et la partie en visioconférence. C'est ce qui est le plus pratique. Et donc ce programme, je vais te montrer juste le résumé ici du programme. C'est sur 3 semaines, semaine 1, 2, 3. On a une première séance en visioconférence dans laquelle on fait connaissance. On va justement mettre à plat les problématiques des personnes qui font partie du programme d'accompagnement pour individualiser l'accompagnement. Et ensuite, dans la semaine, il y a toujours 3 modules théoriques, le premier, le deuxième et le troisième. Et ensuite, la semaine suivante, on refait une séance de visioconférence pour voir les avancements, répondre aux questions s'il y en a par rapport au module théorique, vraiment se motiver pour la suite. On enchaîne avec les modules théoriques de la semaine 2 et de la semaine 3. Et à la fin, on fait vraiment une séance en visioconférence, encore une fois collective,
pour faire le bilan, voir s'il y a des questions qui restent en suspens et surtout ouvrir pour l'avenir et comment ça se passe une fois qu'on a terminé le programme d'accompagnement, comment est-ce qu'on peut continuer à faire évoluer son comportement avec ce TDAH. Donc, tous les renseignements sont sur cette page, il y a toutes les informations. Attention parce que la clôture des inscriptions se fait le lundi, c'est quand? C'est mardi prochain, j'ai plus la date en tête. Oui, c'est lundi 26 juin. On clôture les inscriptions le lundi 26 juin. Il n'y aura pas des places pour tout le monde parce qu'on ne peut pas accompagner tout le monde d'un coup. Donc, si vraiment tu as ces problématiques ou tu as un proche qui est dans ce cas-là, avec ces problématiques-là, et si vraiment le contenu t'appelle en quelque sorte, c'est vraiment le moyen, comme c'est marqué là, de libérer ton plein potentiel, de maîtriser la concentration, la productivité pour une vie professionnelle et personnelle épanouie. Je te dis à très vite. Le lien se trouve en description et on se revoit pour une prochaine vidéo.